La lumière du téléphone fend la nuit comme une lame. Elle baisse, monte, hésite, puis s'immobilise sur un rectangle de bois noirci. Au bord du jardin, à l'ombre des cyprès, une niche de chien. Et dedans, recroquevillée sur elle-même, une petite silhouette vêtue d'un pyjama trop grand, la tête posée sur un ours en peluche tachée. La lumière révèle un visage d'enfant qui dort d'un sommeil lourd, comme si elle portait un poids trop lourd pour ses 7 ou 8 ans. Raphaël reste immobile, le souffle coupé, le téléphone tremblant dans sa main. Son monde, jusqu'à cet instant fait d'avions, de conseils d'administration et d'un calendrier qui se remplissait de présences mondaines, se déchire sur la porcelaine fêlée d'un instant. Il a atterri au milieu de la nuit sans prévenir, une réunion annulée, un vol de retour plus tôt que prévu. La villa qui l'accueille toujours après des déplacements ressemble sous la lune à un navire silencieux. Les drapeaux des collaborateurs, les trophées, les livres, tout est rangé à la place qu'il leur a donnée. Mais cette niche, ce petit monde fermé, n'y avait pas sa place. Il s'approche, chaque pas mesuré par l'éclat froid de la lampe. Le cœur lui tape à la gorge d'une façon qu'il n'avait pas connue depuis des années. Lola bouge à peine, ses lèvres chuchotent quelque chose de confus. Raphaël s'agenouille et la lumière révèle plus qu'un visage endormi. Des ongles rongés, des cernes creusées, une odeur de lessive mal rincée qui depuis des mois n'a pas connu la douceur d'un textile propre. Il approche une main, hésite, puis pose un doigt sur sa tempe. Sa peau est tiède, comme après une longue fièvre. Elle ouvre les yeux, de grosses paupières qui battent, cherche un point fixe, puis s'accroche à la silhouette qui l'embrasse sans réfléchir. « Papa » dit-elle, comme on prononce une prière. Ce mot tombe comme une pierre dans le lac. Raphaël n'est pas seulement un homme riche, il est le père adoptif de cette fille. Sa vie publique a consacré des discours sur la famille, des dons pour l'enfance, des photographies où il sourit entouré d'enfants heureux. Il a confié le quotidien de Lola à Béatrice, sa femme adoptive, une femme dont le sourire charitable alimente des conférences, des campagnes Instagram et des dîners de gala. Elle disait aimer l'enfant comme la sienne, et Lola dit papa. 3 lettres qui comblent et creusent à la fois. Il la prend dans ses bras comme s'il retenait une étincelle prête à tomber. Elle tremble, mais pas seulement de froid. Elle s'accroche à lui comme à un rocher. Raphaël l'entraîne à l'intérieur en glissant la lampe sous son bras. La maison le reçoit avec son luxe indifférent. Tapis épais, tableaux encadrés, chuchotement des systèmes automatisés. Aucun bruit n'interrompt la course de ses pensées. Il porte Lola jusqu'à la salle de bain où l'eau chaude l'attend, comme si la maisonnée savait ce dont ils avaient besoin. Il la déshabille doucement, trouve des marques d'usure sur les coudes, un petit hématome ancien à la hanche, rien qui hurle, mais tout ce qui murmure, la négligence. Il la lave, la sèche, lui tend un pyjama propre qu'il prend dans une pile de vêtements pour inviter. Lola regarde ses mains habiles, les gestes qui lui paraissent routiniers. Et pourtant pour elle, ce sont des miracles. Elle mord sa lèvre comme si elle devait s'excuser de chaque ennui que sa présence occasionne. Raphaël la rassure maladroitement. Il prépare un bol de lait chaud, puis un toast à la confiture. Elle mange en silence. Il attend les mots, la justification, l'explication qui vient. Au lieu de cela, elle dit « Maman Bia ne me laisse pas dormir dans la chambre. Elle dit que je suis méchante. » L'intérieur du mot « méchante » résonne comme un jugement qui a été appris, récité. Ce n'est pas seulement une accusation, c'est un rituel d'aliénation. Raphaël sent son monde s'effriter encore davantage. Il se souvient des dîners où Béatrice parlait de pédagogie, de fermeté, de valeur. Il se rappelle les photos où elle berce Lola, le regard aimant. Tout cela semble désormais un costume soigneusement ajusté. Il promet simplement « Je vais m'occuper de toi ». La promesse est courte, mais elle a des racines profondes. Il pense à toutes ces années d'absence, au contrat qu'il avait emporté loin d'elle. Les mots envoyés, les cadeaux déposés par des assistants ne remplacent pas une présence. Il ressent la culpabilité comme une lumière intérieure qui ne s'éteint pas. Le lendemain matin, la maison est claire et lumineuse. Les oiseaux semblent ignorer la tempête qui couve.
Béatrice descend les escaliers, en apparence sereine, coiffure impeccable, un chemisier qui raconte des reportages de solidarité. Elle sourit un sourire qui a l'habitude des caméras. Il faut quelques secondes à Raphaël pour la voir véritablement. Elle s'arrête quand elle voit Lola, maintenant en pyjama propre, attachée à Raphaël comme une ancre. Le calme de Béatrice n'est pas une surprise. Elle sait briser le monde à la lueur d'un atelier d'écriture, puis le réparer d'une déclaration publique. Elle s'approche, la voix mielleuse. « Chérie, tu as passé la nuit dehors ?» Sa main effleure la joue de Lola, comme une caresse chorégraphiée. Raphaël se retourne, la colère contenue, le visage calme, mais la voix ferme. « Où étais-tu hier soir? Pourquoi Lola dormait-elle dans une niche ?» Béatrice hésite, un tout petit cran qui trahit un déséquilibre. Puis elle hausse les épaules, avec la désinvolture d'une actrice contrainte à improviser. Elle ne m'écoutait pas. Je lui ai expliqué que si elle se comporte mal, elle ne peut pas dormir avec nous. Elle doit comprendre les règles. Les mots tombent comme des pierres froides. « Les règles ?» répète Raphaël, incapable de masquer l'incompréhension. Elle a 7 ans, Bia. On ne la laisse pas dormir dans une niche. Dans ses yeux, il lit une stratégie silencieuse, minimiser, retourner l'accusation, faire passer l'autre pour extravagant. Béatrice déploie ensuite un paravent de préoccupations publiques et d'images édifiantes. Tu sais combien il est difficile d'éduquer un enfant. On a nos méthodes, et puis tu n'es pas toujours là. Je fais ce que je peux. Raphaël sent la question de la responsabilité lui revenir en pleine figure. Sa colère n'est pas seulement dirigée vers Béatrice, elle est tournée contre lui-même. Il avait laissé la clé du quotidien à une femme qu'il avait choisie, convaincu par son apparence charitable. Maintenant, il se rend compte que l'apparence était un masque fragile, peut-être une façade soigneusement entretenue. Sa voix devient basse, lourde. Nous allons clarifier les choses. Je veux des réponses claires. Béatrice n'est pas une brute sans finesse. Elle manie l'art du retournement. Elle sait que son image publique est un levier puissant. Si tu l'accuses devant les employés, tu détruis la paix de la maison, dit-elle avec calme. Et tu fais le jeu des tabloïds. Tu veux vraiment exposer ce qu'on a construit? La menace est à peine voilée. Elle invoque le risque pour la réputation, écarte la responsabilité et laisse entendre qu'il pourrait être présenté comme le parent indifférent qui rentre au milieu de la nuit et trouve des scènes dramatiques pour justifier un divorce ou un affrontement public. Le spectre d'un scandale qui mettrait en péril ses affaires et ses fondations se profile. Pour quelqu'un habitué à peser chaque mot, la stratégie de Béatrice est efficace. Raphaël ne cède pourtant pas. Il a appris au fil des ans que l'argent rend puissant, mais il n'a pas pensé à l'immunité que procure la réputation. Il se rappelle les paroles de son ancien conseiller juridique. L'image peut devenir un bouclier, et les boucliers protègent parfois les pires errements. Il radoucit sa voix parce qu'il veut rester maître de la situation, mais ses yeux brûlent d'une résolution nouvelle. La priorité, c'est Lola, pas notre image. Béatrice sourit doucement, mais ses mains tremblent légèrement. Elle se replie derrière la rhétorique pédagogique, promet de réfléchir à des méthodes éducatives plus adéquates et propose de consulter un spécialiste. Raphaël accepte, mais déjà il sait qu'il ne peut se fier à de simples promesses. Il veut des faits. Il veut comprendre ce qui a conduit une petite fille à se convaincre, de peur, qu'elle méritait la niche. La mise en place de l'enquête commence dans la journée. Raphaël sait que l'indignation privée ne suffira pas. Dans son métier, il a appris que les décisions se prennent sur des preuves. Il appelle Roberto Machado, son chef de sécurité depuis 15 ans. Un homme qui a vu les pires dérives et qui sait garder les secrets sans se laisser emporter par les passions. Roberto arrive en moins d'1 heure, regard grave, carnet à la main. Ils échangent en quelques mots, rapides. Roberto s'occupe d'éplucher les caméras disponibles, sécuriser les images de la propriété, vérifier les accès au système central. Raphaël engage aussi Clarisse Montenegro, une investigatrice privée, au nom discret mais aux méthodes précises.
C'est elle qui, dans son réseau, trouvera ce que la maison voudrait garder caché. Clarisse arrive le soir même, ses cheveux en chignon, une veste simple et un regard qui calcule. Elle ne s'étend pas en promesses, elle pose des questions nettes. Quels accès techniques? Qui gère les comptes, les contrats de personnel? Elle écoute Raphaël parler de Béatrice, de la confiance trahie, du malaise qu'il ressent. Puis elle se met au travail. Le premier geste de Clarisse est de ne pas provoquer. Elle sait que les confrontations publiques donnent aux manipulateurs l'avantage. Elle commence par l'ancien personnel, ceux qui ont travaillé pour la maison et qui connaissent les bruits de couloir. Son ordre de priorité est simple, témoignages, logs, sources écrites. Elle engage un informaticien discret pour récupérer les sauvegardes des caméras et les logs d'accès au système domotique. Elle contacte aussi l'école de Lola pour demander des bulletins, des rapports d'enseignants, toute trace du comportement de l'enfant qui pourrait éclairer le tableau. Ce Joaquin, ancien majordome de la maison qui a démissionné il y a quelques mois après une dispute de gestion, accepte de parler sous le couvert de l'anonymat. Sa voix tremble et il joint souvent les mains comme si le geste aidait à contenir sa peur. Il raconte des choses apparemment anodines qui deviennent cruciales, des nuits où Lola était renvoyée dans le couloir, des portes qui se fermaient légèrement sur elle, des ordres murmurés à l'enfant pour qu'elle apprenne. Il évoque une femme autoritaire, oui, mais aussi des dépenses inexpliquées de Béatrice sur des comptes au nom de la fondation. Rien qui crie le crime immédiat, mais des pièces qui, assemblées, pourraient révéler une intention. Les premières découvertes informatiques ne tardent pas. L'ingénieur récupère des archives vidéo effacées, de façon suspecte. Des extraits bancaires montrent des virements inhabituels, classés sous frais pédagogiques. Clarisse note chaque anomalie et les relie avec la patience d'un cartographe. Elle fait des copies de sécurité, celles des fichiers, prépare une chaîne de preuves qui pourra résister à un mur de défense. Pendant ce temps, Lola s'accroche à Raphaël avec une confiance qui vacille, mais qui prend racine. Il l'amène chez la psychologue qu'il a contactée sur recommandation de son ami médecin, le docteur Roberto Silveira. La psychologue observe sans masquer son professionnalisme. Elle parle peu à Lola au début, l'emmène doucement vers des dessins, demande des récits sur les rêves, sur les peurs. Les premiers signes parlent d'eux-mêmes. Des dessins d'un jardin avec une petite maison à l'écart, une figure maternelle plus grande mais distante, des mots répétés. La psychologue note des indices de manipulation morale et de privation, plus que d'un abus physique récent. Mais l'impact émotionnel est profond. Elle conseille un suivi, une attention soutenue et la présence stable d'un parent. Dans la maison, les réseaux sociaux de Béatrice continuent à diffuser une image changée du réel. Des photos d'une soirée caritative apparaissent, avec des enfants souriants et Béatrice en train de couper un ruban. Raphaël regarde ces images avec une frustration croissante. Il sait que l'opinion publique peut être tournée avec une efficacité industrielle. Béatrice a des sponsors, des contacts, des mots qui circulent comme un filet protecteur. Elle peut refuser, nier, charmer. Mais Raphaël sait aussi que la vérité a une manière de s'imposer quand elle repose sur des faits. Il reçoit un dossier préliminaire de Clarisse 2 jours plus tard. Des captures d'écran, des relevés bancaires, des enregistrements partiels. Il parcourt les pages, la gorge serrée. Parmi les pièces, une transcription d'un message vocal capté par une caméra de service oubliée, à l'extérieur, près de la zone où est installée la niche. La voix est claire, contrôlée, celle de Béatrice qui dit « Si elle recommence, elle dormira dehors. Elle doit comprendre qu'il y a des conséquences. » Le ton n'est pas violent, mais il est glacial. La phrase est simple et calculée, et pour Lola, ces mots ont une portée abyssale. Raphaël se sent traversé par une colère méthodique. Ce n'est plus seulement l'éclat du scandale qui l'intéresse, c'est la sécurité de sa fille. Il appelle son avocat de confiance, Dr Paulo Ribeiro, un homme pragmatique qui l'a suivi dans des dossiers délicats. Paulo écoute, pose quelques questions et recommande d'abord la prudence. Sécuriser la preuve, demander une évaluation sociale, ouvrir un dossier auprès des services compétents
et, si nécessaire, déposer une demande de mesure de protection pour Lola. Il prévient que les procédures prennent du temps, que les ressources de Béatrice pourraient servir à retarder, à déformer, à retourner la narration. Béatrice ne reste pas inactive. En public, elle compose un visage soucieux, publiant des photos de moments tendres avec Lola. Mais on lit parfois dans ses mots, dans l'angle d'un cliché, une froideur qui glace. Elle commence à s'entourer d'attachés de presse. Un article anodin paraît, insinuant un malentendu, évoquant la rigueur éducative de la maison. Elle appelle aussi Raphaël, la voix polie mais tranchante, lui demandant de ne pas embarquer la famille dans une tempête qu'elle jugerait infondée. « Nous devons régler ça en privé », dit-elle. Et ce privé a le goût d'un ultimatum. Raphaël refuse de laisser les choses dans l'ombre. Il veut la vérité, non pas pour la détruire, mais pour protéger Lola. Il accepte néanmoins de limiter l'exposition publique au minimum et confie la médiation à Paolo. En parallèle, il confie à Clarisse la mise en place discrète de caméras complémentaires dans les zones communes, révèle les accès aux serveurs à son informaticien et demande à Roberto de vérifier les personnels actuels et passés. Qui a accès aux clés, aux codes, qui a quitté la maison récemment et pourquoi? Au fil des jours, des témoins apparaissent. Une enseignante qui note que Lola est devenue plus silencieuse à la maison. Un ami de la famille qui parle d'une Béatrice exigeante, d'un personnel qui a reçu des ordres pour durcir l'éducation. Ces témoignages s'alignent comme des tuiles dans un toit. Pris séparément, ils protègent un intérieur. Assemblés, ils pourraient exposer la fuite. Clarisse constitue des dossiers, relie factuellement chaque élément, prépare un plan d'action en sachant qu'à n'importe quel moment, la partie adverse peut tenter de museler, de discréditer, de dévier la conversation vers l'émotionnel. Lola, entre-temps, découvre quelques menus plaisirs que Raphaël lui offre, comme si chaque heure lui rendait une enfance. Ils vont au parc, choisissent une glace, partagent un film. Ces gestes sont petits, ils sont aussi essentiels. Elle rit parfois, de ces rires fragiles qui révèlent combien une confiance peut être replantée, morceau par morceau. Raphaël observe ces moments comme on regarde un chantier. Il sait qu'il faudra patience et compétence pour ériger quelque chose qui tienne. Clarisse, quelques semaines après le début discret de son enquête, appelle Raphaël à la nuit tombée. Sa voix, d'habitude mesurée, se teinte d'un sérieux grave. Elle lui demande de venir au bureau, et quand il arrive, elle éteint la lumière. Elle met un fichier audio. La pièce devient un sanctuaire où la vérité se présente en forme de son. La voix qu'on entend est celle de Béatrice, douce et décidée. On y entend Lola répondre d'une voix tremblante. Les mots de la femme sont ordonnés, presque pédagogues. Tu dois rester dehors. Si tu désobéis, tu dois apprendre les conséquences. La charge contenue de la voix est terrible. Ce n'est pas un hurlement, pas une gifle audible au micro, mais c'est une violence qui se glisse sous les mots, une discipline instrumentalisée pour faire taire un être. Raphaël écoute, et les émotions qui le traversent ne sont pas simples. Il ne se contente plus d'être blessé, il est en train de planifier une confrontation qui aura des effets larges. Il imagine la faible silhouette, les nuits isolées, la répétition des paroles qui moulent l'âme d'un enfant. Sa bouche se serre. Il ne pense plus aux affaires. Il ne pense qu'à la gravité de l'acte et à la nécessité désormais d'agir vite et avec la précision d'un chirurgien. Clarisse a recueilli d'autres éléments en complément. Un relevé de la fondation de Béatrice montrant une ligne intitulée « Frais spécifiques » qui correspond à des sommes destinées à des prestataires inconnus. Un message interne envoyé à l'un des employés où l'on demande explicitement de limiter l'accès de l'enfant à la chambre en cas de désobéissance. Et enfin, une série de conversations sur des applications de messagerie entre Béatrice et une consultante en éducation rémunérée de façon occulte. Ces pièces, prises ensemble, forment une trame organisée. Elle dessine moins une mère brimante que quelqu'un qui a planifié une posture éducative froide et qui l'a fait avaliser par des mécanismes économiques et logistiques. Raphaël sent que le temps se raccourcit.
Chaque jour passé à tergiverser est une nuit où Lola pourrait être de nouveau blessée, non nécessairement physiquement, mais dans la capacité à se sentir aimée et protégée. Il signe des autorisations pour que Clarisse travaille sans entrave. Il dépose, sous la supervision de Paolo, une demande formelle de mesures de protection au tribunal compétent. Il sait que cette démarche ne garantit rien immédiatement. Le droit, dit-il à voix basse, est un chemin long, mais c'est un chemin qui peut parfois donner de l'air à ceux qui suffoquent. La machine médiatique commence, comme une crue lente. Béatrice, sentant l'odeur d'un danger, active ses réseaux. Des soutiens anonymes publient des messages, mettant en doute la version de Raphaël, insinuant que l'homme d'affaires cherche vengeance. Une vidéo de quelques années plus tôt, où Béatrice tient un discours sur la résilience enfantine, est ressortie et partagée en masse. Raphaël regarde tout cela avec une étrange sérénité. Il comprend les règles. La première étape de ceux qui craignent d'être démasqués est de transformer l'accusation en histoire personnelle contre l'accusateur. Il l'accepte comme le prix à payer. Mais l'essentiel n'est pas la réputation, c'est Lola. Et c'est en pensant à elle que Raphaël se lève tard dans la nuit suivante, le dossier Clarisse sous le bras, prêt à porter les preuves au service social s'il le faut, à demander une audience préliminaire, à engager tous les moyens légaux pour lui éviter une autre nuit dans une niche. Il marche dans la maison silencieuse, tenant dans sa main une photographie où Lola sourit, prise au moment de l'adoption. Il pose cette photo contre sa poitrine, comme s'il pouvait y puiser une force familière. Au petit matin, alors que la ville s'éveille, Clarisse lui envoie un nouveau message. « J'ai récupéré une séquence complète. Viens la voir. » L'ascenseur qui monte vers le bureau de Clarisse lui semble interminable. Il entre, tente de contenir son agitation, mais ses mains trahissent son attente. Il s'assoit, elle lance la vidéo, et l'image apparaît. On voit la nuit. La caméra de service capte une femme s'approchant de la fenêtre de la chambre d'enfant dont la silhouette est familière. Elle ouvre doucement, parle à voix basse, et on entend clairement « Tu sais que tu es désagréable, tu sais que tu gâches tout. Si tu continues, tu dors dehors. » Puis la porte se ferme, la silhouette s'éloigne et la petite silhouette est poussée vers le couloir. Le son se coupe. La pièce reste suspendue. Raphaël n'a pas besoin qu'on lui dise. Il lit dans ses secondes volées la stratégie organisée qui fait des nuits d'un enfant un levier de pouvoir privé. Il pense alors aux conséquences. Procédure judiciaire, bataille médiatique, la fracturation possible de la famille. Mais, au-delà de tout, il voit l'âme d'une fille qui a appris à se sentir coupable de son existence même. Il sent que tout ce qu'il doit faire maintenant n'est que réparation lente. Il sent aussi, avec une netteté nouvelle, que l'argent et le pouvoir, sans la présence, sont des dettes qu'il devra payer. Il quitte le bureau avec un air déterminé. La suite ne sera pas simple, il le sait. Il voit déjà Béatrice entourée d'avocats, la presse prête à un récit, des galeries d'avocats prêts à défendre l'indéfendable. Mais il a quelque chose qui pèse plus que l'éclat du luxe. Il a des faits assemblés, des voix enregistrées, des témoins qui s'éveillent. Et il a Lola, qui commence à apprendre ce que signifie être protégée par quelqu'un qui est prêt à affronter le monde pour elle. Le soleil tombe sur la ville quand Raphaël rentre à la maison. Il sent le poids des prochaines batailles comme une présence physique. Il entre, trouve Lola qui l'attend dans la pièce. Elle tient la niche en miniature, un jouet qu'elle a peut-être fabriqué pour apprivoiser l'espace qui l'a abrité. Ses yeux cherchent les siens, emplis d'un mélange de peur et d'espoir. Il s'agenouille, prend la petite niche dans ses mains et dit doucement « Elle ne te refermera plus jamais dehors ». Ces mots sont simples, mais pour Lola, ils portent la promesse d'une bataille commencée. Et dans le même mouvement, Raphaël sait que cette bataille ne sera pas seulement pour une fille, mais pour la vérité d'une maison qui, sous l'image polie, cachait des ombres. Il sent que le prochain mouvement doit être judicieux, mesuré, implacable. La nuit qui suit est longue. Raphaël n'essaie pas de dormir. Il passe des appels, met de l'ordre dans les dossiers, prépare un plan avec Clarisse et Paolo.
Il sait que la justice peut être lente et sournoise, mais il compte sur la force accumulée par des preuves croisées. Il pense à l'avenir de Lola, à la nécessité d'un suivi psychologique, d'une présence quotidienne. La maison, si souvent symbole de réussite, commence à se transformer en chantier de réparation. Le chemin est tracé, mais il reste encore des étapes. Prouver au tribunal la réalité des faits, résister aux attaques publiques de Béatrice, assurer à Lola la stabilité dont elle a besoin. Raphaël prend une dernière photo de la petite niche, la place dans un tiroir, comme on conserve une blessure pour mieux se souvenir du pourquoi. Au petit matin, alors qu'il s'apprête à déposer les premières requêtes auprès des autorités compétentes, Clarisse le rappelle d'une voix ferme. « J'ai trouvé quelque chose d'autre, une conversation qui pourrait changer la donne. » Raphaël se tient prêt. La route vers la vérité s'ouvre et il entrevoit la possibilité d'une bascule. Il rassemble ses dossiers, serre la main de Lola et se prépare à franchir la porte qui mène au prochain chapitre de leur histoire, conscient que chaque pas peut changer la vie de sa fille, pour toujours. Clarisse éteint l'écran, laisse le silence occuper la pièce comme une troisième présence. Raphaël sent son cœur battre à la même cadence qu'une horloge invisible. Elle explique calmement que ce nouvel enregistrement ne se contente pas de répéter une menace. Il montre une stratégie, une mécanique construite pour isoler Lola et pour dissimuler ce qui se passait derrière les sourires. Il y a des voix d'employés acceptant des ordres, des messages qui ordonnent des modifications des caméras et surtout des échanges où l'on planifie de faire apparaître le comportement de l'enfant comme volontairement problématique, pour que la responsabilité retombe sur elle et non sur les adultes. Raphaël écoute, la mâchoire serrée. Les preuves s'empilent maintenant comme des pierres prêtes à fonder un mur solide. Clarisse a également fait analyser les fichiers par un expert numérique. Métadonnées intactes, tampering tenté mais repéré, horodatage qui confirme la répétition des faits. Ces détails techniques, froids, sont devenus la colonne vertébrale d'un dossier qui n'est plus fondé sur une intuition blessée, mais sur des preuves croisées. Ils ne prennent pas de décision impulsive. Paulo Ribeiro conseille la prudence. On va couvrir chaque angle. On ne laisse pas de place à l'attaque émotionnelle. On présente les faits, on contrôle les narratifs. Il structure le dossier. Clara prépare une chronologie, classe les messages, les enregistrements, les relevés bancaires et les témoignages. Roberto resserre la sécurité. Paulo rédige la requête pour une mesure de protection urgente et prépare la documentation destinée au juge. Dès que le dossier est complet, Raphaël signe les demandes nécessaires. La juge de la famille convoque une audience préliminaire dans un délai restreint, pas une décision finale, mais un premier pas pour protéger la fillette. La nouvelle de la procédure fuit, malgré toutes les tentatives de discrétion. Béatrice ne reste pas silencieuse plus longtemps. Elle multiplie les apparitions publiques, affiche une posture contrite mais déterminée à préserver son image. Son équipe de communication s'active, interviews sélectives, posts maîtrisés, témoignages de d'amis proches, louant sa dévotion à l'enfant. Les réseaux sociaux se fragmentent, des voix s'élèvent pour soutenir Raphaël, d'autres pour défendre Béatrice. La date de l'audience arrive. La salle d'audience est sobre, des lampes hautes, des bancs de bois poli, un dossier posé sur le bureau du juge. Raphaël est là, la main serrée autour d'un dossier qui contient la vie quotidienne de sa fille. Lola, présente sous la protection d'un accompagnant social, regarde autour d'elle avec des yeux d'enfant qui voient un monde d'adultes s'organiser sans toujours la regarder. Elle tient la main de Paulo, dont la posture est celle d'un homme qui sait ménager une autorité douce. Clarisse est dans un coin, prête à témoigner. Ce Joachim et la professeure Julia ont été entendus auparavant et sont prêts à détailler leurs observations. Le service social, représenté par la Dremarina Almeida, lit son rapport. Visite à domicile, entretiens avec l'enfant, ses dessins, ses habitudes de sommeil. Elle parle de signes clairs de privation et d'aliénation. Elle explique la nécessité d'une stabilisation immédiate de l'environnement affectif de Lola. Sa recommandation, mesurée,
et d'ordonner une mesure de protection provisoire qui limite les contacts non supervisés de Béatrice avec la fillette jusqu'à la réalisation d'une enquête sociale plus approfondie. Son ton est professionnel. Il n'est pas accusateur, il est protecteur. Dans la salle, quelqu'un chuchote des commentaires. La juge, qui a écouté tout le dossier, ne rend pas un verdict définitif dans l'instant. Elle accorde la mesure de protection provisoire. Lola restera sous la garde temporaire du père adoptif, avec visite encadrée pour la mère, en attendant une enquête plus complète. C'est une victoire partielle, essentielle, mais provisoire. Pour Raphaël, c'est une respiration. Pour Béatrice, c'est un coup. Elle proteste, promet de coopérer et annonce publiquement son souhait de prouver qu'on la comprend mal. Le champ de bataille se déplace ensuite vers l'arène publique. Béatrice engage des avocats spécialisés en réputation. Des consultants juridiques tentent d'isoler chaque élément du dossier que l'on pourrait remettre en cause. Des voix dans la presse commencent à suggérer que la procédure est précipitée, qu'un homme puissant cherche à détruire une femme engagée. La lutte pour l'opinion publique est féroce. Raphaël comprend que la vérité n'est pas toujours suffisante. Il faut aussi une stratégie pour la faire entendre. La confrontation vraie, celle qui pèsera le plus, se prépare pour l'audience de fond. Paolo et Clarisse construisent l'argumentation, présentation chronologique, témoins en appui, experts en psychologie infantile, forensique numérique, analystes financiers pour suivre les flux de la fondation. Ils demandent à la Cour l'audition de ce Joachim en tant que témoin clé, la production des relevés et le témoignage de la professeure Julia. Ils veulent surtout faire jouer l'enregistrement décisif en salle, celui où la voix de Béatrice dicte les sanctions et ordonne la marginalisation de l'enfant. L'audience de fond est fixée plusieurs semaines plus tard. Ce laps de temps est long et précieux. Pendant ces semaines, Lola commence un suivi thérapeutique régulier avec le docteur Roberto Silveira. Les séances sont lentes, au début presque muettes. Roberto met en place des exercices de dessin, des jeux où la confiance peut être testée sans trop de mots. Raphaël s'installe dans une nouvelle routine. Des heures à la maison, des soirs de lecture d'histoire, des goûters improvisés. Il réduit ses déplacements, délègue davantage, apprend à poser des limites dans un monde où chaque absence était autrefois synonyme de contrôle. Ses gestes, modestes, commencent à tisser de nouveaux fils entre lui et Lola. Lola, petit à petit, révèle des morceaux de son monde intérieur. La peur de déranger, la croyance qu'elle mérite moins d'attention, et la confusion entre le geste punitif et l'amour. Le travail thérapeutique consiste d'abord à lui donner le droit d'exister sans être sanctionné pour cela. Le psy lui enseigne que ses besoins sont légitimes, que ses pleurs ne sont pas des fautes. C'est lent, c'est essentiel. La préparation juridique progresse en parallèle. Clarisse fait venir un expert en forensique audio pour certifier l'authenticité des enregistrements. Un analyste financier trace les mouvements suspectés dans les comptes de la Fondation. Paiement à des consultants qui fournissaient des méthodes éducatives et des virements vers des prestataires dont les services restent flous. Ce travail d'investigation met au jour un réseau de prestataires qui semblait justifier des pratiques rigides, financées par les fonds de la Fondation. Ces éléments ne prouvent pas un crime en soi, mais montrent une logique institutionnelle qui a permis la contrainte et la mise à l'écart. Le jour de l'audience, la salle est pleine. Les caméras ne sont pas admises, mais l'atmosphère est lourde. Bia, Béatrice, arrive entourée d'avocats, d'un air de contrition calculée. Son visage, maquillé, masque une tension nerveuse. Elle prend la parole, prête à expliquer sa démarche éducative, à se présenter comme une femme soucieuse du bien-être, poussée, dit-elle, par une volonté de discipline et de structure. Sa voix raconte une autre vérité, la peur de perdre la carrière, la nécessité de garder une image forte pour lever des fonds. Elle parle d'erreurs de jugement, d'un style d'éducation trop strict, mais ni l'intention d'humilier ou de nuire. Elle demande la garde partagée, la possibilité de continuer le travail avec sa fille et promet une formation parentale. Polo laisse d'abord clarifier les preuves matérielles.
Il appelle l'expert en forensique à la barre. L'expert décrit, calmement, l'authenticité des enregistrements, l'absence de manipulation significative et la chaîne de custodie qui garantit la valeur probante des fichiers. Il détaille les métadonnées, explique comment les tentatives de suppression ont laissé des traces et signale que certains accès au système domotique coïncident avec les périodes où Lola a été envoyée hors de sa chambre. Les visages dans la salle changent de couleur. Les juristes de Béatrice cherchent à disqualifier, mais la précision technique rend la manœuvre difficile. Viennent ensuite les témoins. Ce Joachim, tremblant mais déterminé, décrit des scènes, des instructions données dans la cuisine, des portes refermées, des demandes de fermeté répétées, des fois où il a vu Lola partir s'endormir sur un coussin dans le couloir. Sa voix n'est pas haineuse, elle est celle d'un employé qui a vu une réalité et qui s'en est éloigné, contraint par des peurs et des loyautés. La professeure Julia témoigne de la rétraction progressive de Lola, d'une chute des performances, d'un isolement lors des récréations. Elle parle des dessins où l'enfant place une petite maison loin de la maison principale et décrit une figure maternelle froide. Son témoignage, simple, touche la salle parce qu'il parle d'un enfant qui souffre en silence. Le psychosocial est ensuite questionné. La Dré Marina expose ses conclusions, besoin d'un environnement stable, risque d'aggravation sans intervention, recommandation d'une garde principale chez le parent, capable d'assurer une présence quotidienne et un suivi thérapeutique continu. Le docteur Roberto Silveira décrit les effets de la privation émotionnelle. Fragmentation de l'attachement, conduite d'apaisement, peur de demander de l'affection. Son évaluation est peut-être la plus douloureuse. Il explique que l'environnement actuel est toxique pour la reconstruction et qu'une séparation temporaire décidée par la justice peut être un acte de protection, non de punition. Béatrice monte à la barre. Elle n'avoue pas la cruauté constituée. Elle pleure, raconte son histoire d'ambition, sa peur de l'échec, comment la pression médiatique l'a transformée. Elle conclut en disant qu'elle aime l'enfant, mais ses déclarations sont entremêlées d'épisodes où elle minimise son rôle et pointe la faute vers une enfance difficile de l'enfant elle-même. Son discours émeut certains, scandalise d'autres. Le juge l'écoute, implacable dans sa neutralité. Le moment décisif arrive lorsque Polo demande la lecture d'un des enregistrements les plus compromettants. La voix de Béatrice remplit la salle, plus nue qu'à la télévision. Des instructions sèches, des phrases répétées, une méthodologie de privation couchée sur un ton posé. On y entend aussi, à la fin, un souffle qui pourrait être la capitulation d'un adulte qui accepte une stratégie sans mesurer l'impact. Le silence s'étire. Ce n'est pas un cri, c'est la preuve d'une méthode que l'on a voulu rationnelle et éducative, mais qui produit le mal. La défense tente d'attaquer la chaîne de preuves, d'interpréter les propos comme sortis de leur contexte, d'arguer que la femme était dépassée, que des erreurs ont été commises, mais sans intention de nuire. Le juge, dans ses questions, cherche la nuance, la frontière entre éducation stricte et atteinte au bien-être. Il interroge la Dré Marina sur la proportionnalité des mesures. Il questionne le docteur Silveira sur la durée et la nécessité d'un accompagnement intensif. Après des heures d'audition, la juge rend sa décision. Elle souligne la gravité des faits mis en évidence par les preuves croisées, manipulation répétée, isolement de l'enfant, orchestration de la mise à l'écart. Elle rappelle que l'objectif principal est la protection et l'intérêt supérieur de l'enfant. La garde principale est accordée à Raphaël. La mère se voit accorder des visites supervisées strictes, accompagnées d'un programme obligatoire de rééducation parentale et d'un suivi psychologique. La juge ordonne également des audits sur la gestion de la fondation et la transmission des éléments financiers à une autorité compétente pour examen. Elle explicite qu'on n'a pas, à ce stade, la charge de décider de sanctions pénales. Cela relève d'enquêtes spécifiques. Sa décision est juridique, mesurée et orientée vers la protection à court terme de l'enfant. La chambre murmure, la presse s'en empare. Pour Béatrice, c'est une débâcle publique. Pour Raphaël,
C'est une victoire prudente. Les sponsors, déjà ébranlés par les révélations, se retirent. Des instituts de charité demandent des clarifications. La réaction publique est pour le moins ambivalente. Certains dénoncent la vindicte contre une femme publique, d'autres applaudissent la décision de protection. Béatrice accepte la décision du tribunal avec une déclaration mesurée. Elle regrette les méthodes et assure son engagement à travailler sur elle-même. On voit dans son regard la perte, non pas seulement de statut, mais d'un rôle, d'une identité publique soigneusement bâtie. Elle investit ensuite dans un programme de thérapie, dans des formations obligatoires. Sa posture change. Elle se retire des conseils d'administration, délègue la direction de la fondation et commence un travail long de reconstruction, public et intime. Elle n'est pas absoute. Elle devra, dans le temps, prouver par acte ses transformations. La vie reprend, avec ses balbutiements. Lola s'installe dans une chambre qui lui appartient désormais. Elle garde, près de l'oreiller, l'ours en peluche taché, un vestige d'une nuit qui a tout changé. Parfois, elle le serre. Parfois, elle le regarde de loin. Raphaël accueille les progrès comme des percées. Il est présent, maladroit parfois, mais constant. Il place des règles simples, coucher à heure fixe, histoire, petit rituel du matin. Les joies sont minuscules, mais signifiantes. Une sortie au marché le samedi, une glace achetée sans calendrier, une soirée pyjama sans l'ombre d'une punition. Le travail thérapeutique continue pendant des mois. On ne parle pas d'un retour instantané à la normalité. Il y a des nuits où Lola se réveille en sueur, des jours où elle se retire. Mais il y a aussi des jours où elle rit sans retenue, où elle peint un soleil sans nuages. Le docteur Silveira suit l'évolution et parle de progrès encourageants. Appréhension de la sécurité, reconquête de la capacité à demander et recevoir des soins, apprentissage de nouveaux récits internes qui ne la rendent pas responsable du traitement qu'elle a subi. Raphaël modifie aussi son existence. Il vend l'une des propriétés secondaires, réduit sa présence dans des conseils d'administration et surtout, il change la distribution de son temps. Il délègue la plupart des voyages, choisit de passer des semaines à la maison, investit dans une gouvernance transparente pour ses entreprises. Il crée, avec d'autres donateurs, un fonds pour la formation professionnelle des acteurs sociaux travaillant avec l'enfance, afin d'éviter que des pratiques semblables ne se reproduisent sous couvert d'une fondation. Il met en place un conseil indépendant pour toutes les œuvres caritatives liées à son nom, un organe chargé de la transparence et du contrôle. Ces actes ne sont pas des repentirs dramatiques, ils sont des aménagements pratiques, des engagements concrets pensés pour diminuer l'écart entre pouvoir et responsabilité. La niche du chien, quant à elle, devient un symbole. Lola la conserve dans une boîte. Avec l'aide de Raphaël, elle la transforme en mini-maison de poupée. Ils la repeignent ensemble, ajoutent un petit banc, plantent une mini-rose à côté de la maison où, pendant des semaines, elle préférait dormir. Le geste est simple et rituel. Transformer ce qui fut contraint en jeu, en mémoire, en signal d'une résilience naissante. Un matin, il la place dans le jardin, pas comme un rappel d'humiliation, mais comme un témoin de ce qu'ils ont traversé ensemble. Lola sourit en la regardant. Elle dit, d'une voix petite et claire, « Maintenant, elle est jolie. » Raphaël sent quelque chose se débloquer en lui. Un poids se dissipe en partie parce qu'il est désormais engagé, non plus par culpabilité, mais par responsabilité active. La reconstruction sociale suit, mais plus lentement. Des membres de l'entourage professionnel de Béatrice se distancient. Certains la condamnent, d'autres se montrent pragmatiques, lui proposant d'aider à reconstruire la fondation sous des règles indépendantes. Elle accepte difficilement. Pour elle, la question centrale devient comment reconquérir une vraie légitimité. Elle commence un long travail thérapeutique, participe à des groupes de parents et observe un processus d'introspection qui la bouscule profondément. Il y a des moments où elle se rend à des séances supervisées pour apprendre à reparler à Lola dans un cadre neutre, des rencontres organisées en médiation. Ces échanges sont difficiles, Lola est prudente. Les premiers mots qu'elles échangent sans présence d'avocat surviennent après des mois.
dans un local de la Fondation, sous le regard épuisé d'un médiateur. Béatrice prononce des phrases simples. « Je suis désolé. » Lola écoute, puis s'en va. Ce n'est pas une réconciliation instantanée, mais c'est un début. La presse suit la suite du dossier, mais l'attention se dilue. Raphaël, qui pourrait capitaliser sur la situation, préfère le silence. Il accepte quelques interviews limitées pour sensibiliser à la cause de la protection de l'enfance et à la nécessité d'une gouvernance transparente pour les œuvres caritatives. Ses propos sont sobres. Il parle d'obligations morales, d'apprentissage, d'institutions fragiles face à la pression publique. Il évite la revanche. Son objectif déclaré est d'empêcher que d'autres enfants subissent la même solitude. Le système juridique procède ensuite à des vérifications financières. Des audits trouvent des irrégularités et demandent des clarifications. Des prestataires disparaissent de la liste. Aucune condamnation pénale immédiate n'est prononcée à ce stade. Le travail judiciaire reste prudent. Il faut préserver la rigueur de l'enquête et éviter les conclusions hâtives. Mais la pression institutionnelle a changé la configuration de pouvoir. Béatrice perd des sièges consultatifs, des sponsors se retirent, des appels à la réforme interne se multiplient. La Fondation, sous pression, relie ses procédures, engage des audits externes et ouvre ses comptes à un contrôle accru. Raphaël, malgré sa colère initiale, soutient ces mécanismes. Il sait qu'une responsabilité plus large est nécessaire. Avec le temps, la vie domestique trouve un rythme. Lola retrouve des amis d'école, participe à un club de dessin et se réinscrit au sport qu'elle aimait. Elle parle davantage, demande parfois à son père d'aller chercher un livre qu'elle veut lire, invente des recettes de biscuits avec lui. Les petites routines deviennent des piliers. Raphaël, qui avait fondé son identité sur la réussite publique, découvre la valeur d'un regard adressé chaque soir à une petite personne qui l'attend. Son agenda change. Il n'y a plus la même place pour le monde entier. La richesse, désormais, est jugée à l'aune de sa capacité à être présent. Des mois passent. Les progrès de Lola sont réels, mais non linéaires. Elle accepte, une après-midi d'automne, d'ouvrir une fenêtre de conversation avec Béatrice. Ce moment a été préparé, médié par la thérapeute et en présence d'un médiateur. Béatrice ne réclame pas le pardon. Elle écoute. Lola dit doucement qu'elle est gagnée par la peur parfois, qu'elle ne sait pas encore aimer sans avoir peur d'être punie. Béatrice, sans chercher d'excuses, dit qu'elle comprend. Ce n'est pas une scène de réconciliation médiatique. C'est un geste anonyme, entre une mère et une fille, ni retransmis ni exploité. Les deux femmes se quittent avec des pas incertains, mais possiblement plus légers. La nouvelle vie de Raphaël se nourrit aussi d'engagement public. Il finance des programmes de formation pour personnel de fondation, subventionne des dispositifs d'alerte dans les structures qui s'occupent de l'enfance et travaille à créer des circuits clairs de responsabilité. Il ne cherche pas à effacer le passé, mais à en tirer des leçons. C'est la façon qu'il trouve d'honorer la douleur de Lola, transformer la tragédie en prévention pour d'autres. Lola, devenue un peu plus grande, conserve la niche miniature dans une vitrine simple de sa chambre. Elle la regarde parfois avant de dormir. Ce n'est plus un refuge d'humiliation. C'est un objet chargé d'histoire. Un soir, elle demande à son père « Peut-on raconter mon histoire pour aider d'autres enfants ?» Raphaël répond avec prudence « Si tu veux, nous en parlerons de façon à protéger les autres, et toi en premier. » Ils discutent, orientés par la psy, sur la façon d'utiliser le récit sans exposer l'intimité de l'enfant. La décision, lente, est prise avec soin. Leur histoire, racontée de façon anonyme, permettra d'ouvrir des dialogues publics sur la responsabilité des adultes et la vigilance nécessaire autour de l'enfance. Les années qui suivent n'effacent pas la plaie, mais la mettent en perspective. Lola grandit dans une maison où la présence paternelle est réelle, régulière, sans gesticulation ni médiatisation. Raphaël apprend à mesurer ses absences, à partager le travail, à faire de la place à la décision d'être un parent d'abord. Béatrice poursuit sa réhabilitation, loin des tribunes, dans un cadre thérapeutique et de formation. La Fondation, désormais gérée par un conseil indépendant, adopte des pratiques de transparence.
Les prestataires sont audités, les processus clarifiés, les mécanismes de signalement renforcés. Un anniversaire approche. Lola prépare une carte. Elle veut inviter Seu Joachim, la professeure Julia, la Dré Marina et certains de ses amis. Le ton est simple, festif. La journée est faite de gestes qui n'ont rien d'extraordinaire. Un gâteau d'anniversaire, des ballons, des rires assurés. À un moment, face à ses invités, Lola sort la petite niche miniature et la pose sur la table. Elle la montre sans honte. Elle raconte de sa voix claire que cet objet lui rappelle qu'on peut transformer la douleur en quelque chose de beau. Les applaudissements sont discrets, mais sincères. Raphaël, dans un coin, la regarde avec une émotion contenue. Il sent que leur chemin, bien qu'encore semé d'efforts, avance vers une normalité douce. La campagne de sensibilisation mise en place par Raphaël trouve son écho. Des associations reçoivent des financements, des formations sont dispensées, des mécanismes de plainte sont retenus dans des structures éducatives. Tout cela n'efface pas le passé, mais construit des protections. Raphaël, dans des interviews sobres, répète « Le pouvoir sans vigilance peut être destructeur. La responsabilité, pour qui possède beaucoup, est d'être le gardien des plus fragiles. » Il évite la posture Saint-Bernard. Il reste un homme qui a appris, parfois douloureusement, la valeur du temps donné. L'histoire, dans sa résolution, n'est jamais parfaite. Il y aura des jours où Lola se rappellera des nuits froides et des paroles imposées. Il y aura des moments où les doutes reviendront. Mais la balance se redresse grâce à un effort collectif. La décision judiciaire qui a priorisé la protection, l'enquête qui a montré la chaîne d'ordres et de complicité, la thérapie qui redonne des mots à Lola, et la détermination d'un père prêt à réorganiser sa vie pour elle. Au terme de cette route, la niche, replacée désormais dans un coin du jardin, devient un symbole partagé. Elle n'est plus la honte d'un foyer, ni le trophée d'une cruauté, mais l'empreinte d'un combat. Lola la regarde parfois avec le même mélange de tristesse et de force qui se lit dans les regards des survivants, la trace d'un passé, le signe d'un présent reconstruit. Le récit se conclut sans triomphalisme. Il y a des victoires pragmatiques, des pertes, des leçons et des transformations humaines. Raphaël continue à apprendre, à vivre, à être présent. Béatrice, pour sa part, entreprend un travail long et pénible de réparation morale et institutionnelle. Lola, protégée, soutenue et aimée, avance à petits pas vers une enfance qui peut désormais contenir ses besoins et ses désirs. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec prudence et, si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes témoin ou victime d'abus, cherchez l'aide de services sociaux compétents, de lignes d'assistance et d'associations locales. La protection des enfants commence par l'écoute et l'action.